Je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue ici au SIA. On est très heureux, le groupe Bonduelle, d'être présent au SIA aujourd'hui pour cette table d'hôte qui sera dédiée à la végétalisation des assiettes, les clés d'une transition gourmande et durable. Donc moi je suis ravi, je suis directeur de Bonduelle sur la France et je suis ravi d'avoir une table aussi riche que nous l'avons aujourd'hui. Mais je voudrais commencer par remercier nos amis de Agri Demain et Basile Faucheux qui est à côté de moi, président d'Agri Demain, qui nous accueille aujourd'hui parce que nous sommes, le groupe Bonduelle, un des partenaires des JNA que vous organisez, un des mécènes, avec d'ailleurs le groupe U qui était là juste auparavant, dont Thierry Dezouche est un des représentants. Donc merci de nous accueillir, avec Gilles Maréchal qui fait un travail formidable ici pour organiser ce stand. Et je voulais vous laisser nous dire un mot pour nous accueillir. Pas de souci. Bonjour à tous, donc oui, Basile Fauche, agriculteur dans le Loiret, producteur aussi de légumes de conserve et président d'Agri Demain. Donc c'est nous qui vous remercions d'avoir pris 5 minutes pour venir à notre table. On sait que tout le monde doit partir par Mons et par Vaux sur ce salon, mais ça nous intéresse vraiment de vous avoir pour montrer la transition entre l'agriculteur. Il fait déjà une 50aine de métiers sur sa petite exploitation et on ne sait pas tout faire et on ne veut pas tout faire. Donc voilà, il y a des gens qui sont spécialisés dans le travail des produits finis. Donc voilà, on les laisse faire. Le but, c'est vraiment de montrer qu'il y a une transition, d'expliquer que le monde agricole, ça embauche aussi. Un agriculteur aujourd'hui fait travailler 7 personnes en amont et en aval. Et il faut vraiment le dire parce que sur nos territoires, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'usines qui font travailler des gens. On a besoin d'agriculteurs qui font travailler des gens parce que j'ai tendance à dire souvent que sur nos secteurs où les gens aiment venir se promener pendant les vacances, si une boulangerie ne tourne pas les 10 autres mois de l'année que les 2 mois estivales, il n'y aura plus de boulangerie au moment de leurs vacances. Et du coup, il faut des gens qui restent sur le territoire pour le faire travailler, le faire vivre et le faire qu'il soit prospère. Donc merci à vous de faire partie de ce grand territoire français. Je vous laisse la parole et je vous laisse profiter de vos produits et de cette discussion. Et on n'est pas très loin pour en discuter juste après si vous voulez. Merci. Un grand merci Basile, merci beaucoup. Puis on a beaucoup de chance parce qu'on accueille Fanny Agostini. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui ai de la chance. Vraiment. C'est partagé. Donc vous êtes une journaliste très engagée sur nos sujets. Il paraît. Vous m'avez dit, j'ai pas besoin de préparer en fait, je les connais très bien ces sujets-là. Non, j'ai eu tout le monde au téléphone. Vous avez eu tout le monde au téléphone. N'est-ce pas ? Alors vous dites tout le monde, ça c'est intéressant parce qu'on a de la chance d'avoir autour de nous des représentants, des agriculteurs avant tout, et ça c'est le plus important parce qu'on est au salon de l'agriculture. On va les laisser se présenter tous après. On a des distributeurs aussi, on a aussi des communicants, blogueurs, blogueuses, et puis on a aussi des étudiants. Une étudiante qui représente la Gen Z. Et puis on a des chefs qui ont préparé les produits parce que tout ne se fait parce qu'on a des très bons produits. Il paraît qu'il y a des gens qui avaient essayé de réunir tous ces publics-là samedi dernier au Salon de l'Agriculture. Mais nous, on a réussi à le faire. Et nous, on a réussi. Parce qu'on a réussi à trouver les meilleurs. Donc on est content de ça. Oui, et c'est vrai que c'est un sujet qui interpelle à plusieurs égards. Alors vous l'avez nommé cette table d'hôte, une table d'hôte autour de l'éducation à l'alimentation végétale, mais on aurait peut-être plutôt dit rééducation à l'alimentation végétale, Jean-Noël, parce que si l'on regarde l'histoire de l'alimentation des sociétés humaines, on se rend compte que l'alimentation, auparavant, au fil des siècles passés, fut composée de milliers d'espèces et de milliers de variétés de végétaux différents. Alors c'est vrai, on le sait, notre alimentation s'est sévèrement appauvrie et a pris le virage on pourrait le dire, de l'uniformisation. Alors on a certes perdu des légumes, des végétaux dans nos assiettes, mais l'alimentation, c'est dans un même temps, en tout cas, on peut dire qu'elle est devenue majoritairement carnée, c'est une certitude. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on ressent un sursaut. On ressent en tout cas la nécessité de redonner une place plus large aux végétaux dans notre assiette, que ce soit pour notre santé ou pour celle de la planète, pour renouer aussi avec cette diversité mise à mal, mais également pour renouer avec un savoir-faire culinaire. Et on en parlera largement autour de cette table d'hôte pour renouer avec le goût et le plaisir qui en découle. Absolument. Donc, et vous le disiez, on est en train de vouloir promouvoir une alimentation plus végétale, mais sans dogmatisme, sans exclure aucune autre forme d'alimentation. C'est bien une alimentation plus riche. Il y a toujours de la place pour l'alimentation carnée, pour ceux qui l'aiment, et il n'y a pas de problème, et nous-mêmes nous l'apprécions aussi. Mais on pense vraiment, sincèrement, qu'une alimentation plus végétale ferait du bien à nous et à la planète.
Absolument, et c'est pour ça que durant cette table d'hôte, on va s'attacher à dynamiter énormément d'idées reçues sur l'alimentation végétale. On va aussi identifier les freins qui bloquent un petit peu ce passage à l'acte dans notre cuisine et dans nos habitudes au quotidien. Et puis et surtout, on va mettre en lumière les fabuleux pouvoirs, j'ai envie de dire, des légumes qui sont bel et bien, et pour de vrai, nos amis pour la vie, n'est-ce pas? On passe à table? Allez, on passe à table. Parti. En tout cas, c'est pas Luc Fontaine, notre chef, qui va dire le contraire. Luc, vous êtes chef chez Bonduelle depuis 35 ans, même un petit peu plus, je crois. 35, c'est déjà pas mal. 35, c'est très bien. Depuis 1988, exactement. Ah ouais. Alors, vous accompagnez d'autres chefs, mais aussi les services commerciaux et marketing. Et vous êtes venu, je crois, avec 2 élèves d'école hôtelière avec leur Alors, professeur. on est venu avec Benoît Flao, qui est le professeur, qui est avec 2 de ses apprentis, qui nous accompagnent dans cette dégustation de cet après-midi. Et cette dégustation qui va servir de support à nos discussions. On a 3 agriculteurs autour de la table, partenaires de Bonduelle et fiers de l'être. On a Dominique Vaesken, vous êtes président d'Oplinor, qui regroupe 400 producteurs de légumes. Éric Legraet. Éric, on lève le doigt, merci, parce que je ne vous connais pas encore tous. J'ai pas le trombinoscope. Vous êtes agriculteur aussi, 15e génération dans la famille, j'ai peine à le croire. 15e génération d'agriculteurs, c'est vrai? Et ça fait 40 ans que vous pratiquez le métier. Vous êtes le président d'Opel Vert, qui regroupe 800 producteurs dans le nord de la France. On a également Clotilde qui est face à moi. Clotilde, vous êtes étudiante en école de commerce et vous avez travaillé sur le sujet qui nous intéresse à travers un hackathon. Et la question, en tout cas le défi à relever, c'était comment favoriser l'alimentation végétale chez les jeunes, chez les étudiants. On en parlera également largement. 2 créatrices de contenu, une à ma gauche, Pauline Bernard, c'est Pauline qui est avec moi, et Coralie Le Breton. Merci en tout cas, quand j'ai parcouru vos pages Instagram, ça donne l'eau à la bouche et ça fait extrêmement envie. On parlera de vos méthodes et de qu'est-ce qui a fait que vous avez à un moment donné shifté aussi, parce que vous n'étiez pas forcément flexitarienne auparavant. On a Mathias Levoire, directeur agro-industriel chez Bonduelle. Mathias. Thierry Dessouche, directeur com du groupe U. Thierry. Et Bertrand Zwiderski, directeur RSE chez Carrefour. Bertrand. Donc la famille est au complet. J'ai une question. La famille est presque au complet. Quand on aura cité Guillaume Saint-Ignan, un de nos partenaires agriculteurs du Sud-Ouest. En plus, c'est mon préféré, Guillaume. Non. Non, c'est mon petit préféré. Pourquoi? Parce qu'il est en train de structurer une filière pois chiches dans le sud-ouest de la France, et ça, c'est pas rien. Pois chiches et lentilles, d'ailleurs. Il nous avait accueillis à l'occasion des JNA l'année dernière, au mois de juin. Ça avait été une superbe expérience. Tout à fait. On va rentrer dans le vif de ce sujet sans plus tarder. D'ailleurs, qui est flexitarien autour de la table? En même temps, c'est facile d'être flexitarien. Pourquoi c'est facile? Parce que c'est une définition qui comporte un spectre très large et finalement on peut mettre le curseur un petit peu là où on veut, n'est-ce pas, Luc? Oui, donc en fait, là vous allez voir, on est en train de vous servir une lasagne de légumes verts avec du pois et des épinards, donc qui est une illustration d'une recette flexitarienne, donc avec une jolie sauce béchamel fromagère, hyper gourmande. Donc j'espère que vous allez prendre plaisir. Mathias, pourquoi le passage à l'acte est si compliqué? Parce que là, on voit qu'on a dans notre assiette une petite lasagne de légumes. Ça a l'air finalement un plat du quotidien, un plat simple. Pourquoi devenir flexitarien, c'est pas forcément encore quelque chose qui fédère? Parce qu'il faut éduquer le consommateur aujourd'hui. Il faut qu'il soit... qu'il aime faire de la cuisine, il faut qu'on soit en capacité de lui fournir les produits, les matières premières, les produits finis à transformer, à réchauffer. Il faut lui proposer les solutions de repas qui vont lui permettre d'adhérer à ce régime flexitarien. Et on participe grandement avec nos cultures de légumes. On cultive plus de 40 variétés de légumes dans nos territoires qui sont transformés très rapidement dans nos usines pour offrir justement toute cette palette d'ingrédients qui vont participer au régime flexitarien. Bertrand, pourquoi vous pensez que c'est une alimentation qui a de l'avenir, un modèle d'alimentation qui a de l'avenir? C'est un modèle d'alimentation qui a de l'avenir pour plusieurs raisons. D'abord, on a une nécessité climatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la consommation de matière animale, elle est à la source d'émissions de CO2. Donc en fait, les entreprises, en s'engageant, elles vont devoir
mettre en place des programmes qui vont faire que elles vont devoir, entre guillemets, faire que le régime flexitarien devient une solution climatique. Ça, c'est la première chose. Et puis après, c'est vrai qu'il y a besoin d'une découverte d'un nouveau plat. On dit toujours que nous, les Français, on a 13 plats en tête. Tu les as, les 13 plats en tête? En fait, et les 13, ils tournent. Il y a la quiche lorraine, etc. Et à chaque fois, dans les 13 plats, il y a de la viande. Franchement, le défi qu'on pourrait tous essayer de se relever, c'est de mettre le 14e, mais qu'avec des légumes. Un nouveau avec des légumes, des légumineuses, etc. Ça, c'est quand même un sacré défi. Et ça, ce défi, j'ai l'impression que maintenant, on a tous envie de le relever. C'est ça, être flexitarien, c'est pas forcément manger des légumineuses ou des légumes à tous les repas? Flexitarien, ma définition, ce serait de continuer à manger de la viande, mais de la viande de bonne qualité, sélectionnée, etc. Donc une viande dans laquelle on se fait plaisir, et en même temps de pouvoir alterner avec d'autres types de protéines, une protéine végétale, de pouvoir alterner avec des lasagnes comme ici. Mais non, par contre, je te reprends, ça c'est simple, t'as dit? Non, c'est pas simple du tout. Hein. Non, ça c'est pas simple du tout à faire. Hein, chef, on est d'accord que là il y a un peu de boulot derrière, non? Effectivement, sur celle-là, il y a un peu de travail, mais vous verrez qu'en fin de dégustation, je vous présenterai une recette avec moins de 5 ingrédients, 15 minutes de préparation et à moins de 2 euros par personne. Mais ça, c'est le secret. Je pense que si on sait, par exemple, si on présente un chou-fleur à quelqu'un, il le prend pas aujourd'hui parce qu'il sait pas quoi en faire. Et vous en avez fait l'expérience en magasin? J'en ai fait, oui. On s'est téléphoné avant, c'est ça. Hein. J'ai essayé en magasin de prendre des choux-fleurs et de les offrir. Figurez-vous que plein de gens m'ont dit non. Non, je sais pas comment faire. Je l'ai dit, mais il suffit d'acheter une béchamel, même toute faite, etc. Non, j'en veux pas, et j'en ai pas vendu plus. Donc c'est quand même dingue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait plus cuisiner. Ouais. C'est incroyable. Alors, on va se faire passer le micro. Je voudrais juste qu'on réponde à la première question. Qu'est-ce que c'est être flexitarien? Ça veut dire l'alternance. C'est ça, c'est l'alternance. En fait, c'est l'alternance et on va aller composer une partie de la protéine animale par de la protéine végétale et on va aller la chercher dans les légumineuses, par exemple, dans les céréales complètes, par exemple. Dans le micro. Oui, dans les céréales complètes, par exemple, et dans les légumineuses. Et on a des producteurs de légumineuses là ici parmi nous. On en parlera après tout à l'heure, mais ça commence déjà par ça. Clotilde, vous avez dans le cadre de votre master travaillé donc sur le sujet. Qu'est-ce que vous avez identifié? Éclairez-nous de votre expérience. Pourquoi effectivement les jeunes qui sont climato-conscients, hein, on peut le dire, ont du mal à se tourner vers la cuisine végétale? En fait, c'est tout simple. Quand on est étudiant, on manque de temps. Mais en fait, c'est pareil quand on devient jeune professionnel et professionnel. Et notre principal problème, c'est on s'est rendu compte que quand on avait cours, notre sujet de conversation sur les heures de 11 heures, c'était « mais qu'est-ce que je vais manger ce midi? Qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Et on n'avait jamais d'idée. Et c'est justement ça qu'on a essayé de solutionner en proposant donc des recettes plus végétales, plus respectueuses de l'environnement, via une application qu'on créerait qui permettrait de scanner les produits, de faire des recettes à base des produits Bonduelle, qu'en scannant par exemple ce produit, on me propose qu'est-ce que je peux mettre avec, qu'est-ce que je peux mettre qui reste dans mon frigo pour éviter le gaspillage alimentaire que je pourrais mettre avec également, quelles sont les valeurs nutritionnelles du produit, l'empreinte carbone du produit, et tout ça avec un système de rémunération de points qui permettait donc aux étudiants derrière d'obtenir des réductions sur d'autres produits Bonduelle et donc au final dès leurs années étudiantes les fidéliser aux produits Bonduelle qui permettrait donc par la suite qu'ils continuent à acheter les produits Bonduelle. Une appli pour supplanter Uber Eats, quoi. Voilà, c'était Carrément. ça. C'était vraiment ça le concept. Donc on a eu un élément de réponse sur les difficultés pour franchir le pas avec vous, Bertrand. Donc finalement notre répertoire culinaire qui s'est appauvri. On est un peu démunis, on ne sait pas trop comment faire. Il y a le facteur temps, évidemment. Alors comment on fait pour... Et le facteur prix. Et le facteur prix dont on parlera un petit peu plus tard. Comment fait-on, Thierry, pour faire franchir le pas aux consommateurs? Quelles sont les astuces, les stratégies mises en place en magasin? Bonjour tout d'abord. Oui, alors c'est vrai que la difficulté, c'est de remettre les clients en face des produits. C'est-à-dire qu'on a perdu au travers du temps, au travers des générations, la connaissance des produits. Et nous avons, cette chance d'avoir des magasins, on en a 1700 en France, qui sont autant de points de contact entre des citoyens, clients, consommateurs, et des produits. Donc ce qu'on essaie de faire, et c'est toute la difficulté, c'est de réexpliquer. Bertrand tout à l'heure expliquait à propos du chou-fleur, on a exactement le même retour, c'est-à-dire un chou-fleur, un artichaut, un panais, une citrouille.
comment ça marche, comment je peux la transformer et comment je peux faire en sorte que ce produit devienne un repas pour moi ou ma famille. Donc il faut qu'on profite de ces points de contact pour réapprendre et il faut, j'ai des relations entre des personnes qui savent et des personnes qui veulent apprendre. Et donc c'est le personnel de nos magasins, c'est également des producteurs qui peuvent venir dans les magasins expliquer, réapprendre comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces produits bizarres dont on ne sait, pour la majorité malheureusement d'entre nous, on ne sait pas comment les cuisiner. Voilà. Vous estimez que vous avez pour cela un rôle de guidage, c'est ce que me disait Bertrand, c'est-à-dire que Laval a vraiment un rôle crucial pour remettre, comme vous dites, les consommateurs en face de ces produits. On ne fera pas tout, nous, tout seul, que ce soit, je dirais, Carrefour ou Système U, et même tous les autres distributeurs, on ne détient pas la solution miracle. Il faut que tous les acteurs, c'est les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, et puis aussi, on a autour de nous des gens qui agissent sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un effet d'entraînement qui est possible, d'explication, de montrer comment c'est simple de prendre un chou-fleur et de le transformer en légume, d'un légume bizarre en un plat délicieux et pas trop long à mettre en œuvre. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on s'associe tous dans cette démarche et que peut-être, on parle souvent des affrontements entre distributeurs, transformateurs et les producteurs. Là, on a vraiment un intérêt commun et il faut vraiment qu'on se regroupe, qu'on s'associe parce que c'est au bénéfice de tous, c'est au bénéfice du producteur, au bénéfice du consommateur, de la santé également. Ça devrait devenir une cause nationale. Alors souvent on évoque ce mot, mais là je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a un gros travail d'éducation parce que je pense que je ne peux pas parler de génération perdue, mais peut-être que certaines personnes de mon âge ont été nourries avec beaucoup de produits transformés et que si je ne transmets pas moi à mes enfants ce savoir-faire, on perd une seconde génération. Donc il faut vite qu'on se mobilise pour tous ensemble expliquer comment ça marche, faire découvrir également des goûts, parce que c'est vrai que le goût du chou-fleur, il a peut-être besoin d'être expliqué, alors c'est un légume fabuleux, on peut faire des milliards de choses avec le chou-fleur. Bien sûr, cru ou cuit. Voilà. Exactement. Le rôle, bien sûr, de Pauline et de Coralie ici autour de la table, vous, à travers effectivement les réseaux sociaux, vous êtes là aussi pour partager cette connaissance culinaire. Je crois, Pauline, que au début, tu es venue à créer du contenu à travers le sport. Donc, finalement, tu avais une alimentation assez protéinée, avec des compléments alimentaires, et tu t'es rendu compte aussi qu'à travers une alimentation plus végétale, on pouvait trouver finalement un puits sans fond de minéraux, de vitamines, de protéines. Et c'est comme ça que tu en es venue, je crois, à devenir flexitarienne. Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi du coup transformer un peu les idées des gens par rapport... C'est aussi transformer les idées des gens par rapport à notre évolution à nous. Par exemple, moi j'ai changé d'avis sur tout ce qui était les protéines animales, etc. Et c'est aussi montrer qu'on peut faire des choses très sympa, comme par exemple avec le chou-fleur, qui est un produit qui brut ne va pas attirer, mais voilà, donner un peu les clés aux gens pour leur donner envie de manger en tout cas plus végétal et leur montrer que d'un côté goût, déjà ça peut être gourmand, mais aussi d'un point de vue santé et environnemental, c'est intéressant. Comment tu fais toi, Coralie, pour donner envie et pour... et pour partager du contenu à ton audience, quelles astuces tu as pu trouver pour fédérer? J'ai tout simplement, je pense, partagé ma prise de conscience écologique sur le sujet petit à petit, en fait, sans jugement et en toute bienveillance, en expliquant petit à petit que j'avais pris conscience que ma consommation de viande était problématique et que si je voulais baisser mon impact carbone aujourd'hui, le plus gros geste que je pouvais faire pour la planète et pour mes enfants, c'était de réduire ma consommation de viande. Donc je l'ai partagé doucement, en fait. J'ai dit que je diminuais, j'ai dit que j'arrêtais. Et en fait, les gens sont reconnus dans mon discours parce que je leur ai justement pas dit du jour au lendemain, il faut absolument être végétarien, c'est l'horreur. Je leur ai dit je diminue parce que voilà, et je partageais beaucoup de contenu aussi, des reportages, des documentaires sur Netflix, il y en a énormément et qui sont très clairs, où les chiffres sont... Je veux dire, on ne peut pas, après avoir vu ces documentaires, se dire ok, non, je prends un steak comme si de rien n'était par la suite. Enfin, Exemple de documentaire, ouais. Bien dans son assiette, qui est pas mal, La preuve par deux, là, qui vient de sortir, un test, c'est aux États-Unis, donc on est sur une agriculture intensive, plus. Donc bien évidemment, tous ceux sur les réseaux, on nous a repris sur ça en disant ok, mais en France, c'est pas pareil.
Ok, mais dans certains abattoirs, c'est quand même les mêmes styles. Faut pas non plus rêver. Je pense qu'il y a des conditions qui sont pas dingues. Donc voilà, il y a une prise de conscience écologique et après de bien-être animal que je transmets et que je partage au quotidien. Moi, je suis pas spécialisée dans la food du tout. Je parle de tous les sujets. Je suis maman de 2 petits garçons que 2 et 3 ans et c'est vraiment leur arrivée qui m'a donné envie de m'intéresser au climat et à l'évolution et au dérèglement climatique. Et du coup, je partage vraiment tout ça avec eux, comme si je partageais avec mes copines au quotidien pour leur dire ce que je ressens. Et j'ai vu ce reportage, vous avez vu, c'est chaud quand même. Voilà, et finalement, ça me permet d'avoir, moi, d'évoluer et de faire évoluer beaucoup de gens derrière, en fait, qui me disent mais merci parce que je me rendais pas compte à ce point-là. Quand on dit que finalement la consommation de viande c'est pire que prendre l'avion, au quotidien aujourd'hui dans l'impact carbone c'est pire que ça, donc finalement l'avion en prend plein la tête, mais je dis pas que c'est parfait non plus de prendre l'avion 12 fois par an, clairement pas, mais je veux dire c'est un geste finalement simple. On n'est pas, moi j'ai arrêté la viande du coup complètement là depuis quelques mois, j'adorais ça, j'en mangeais énormément et on n'est pas accro en fait comme à une cigarette, on peut arrêter et ça ne manque pas. Aujourd'hui, je pensais pas qu'un apéro, le saucisson, j'allais le laisser et le regarder. Maintenant, je le regarde et je me dis non, ça me donne même plus envie. J'ai perdu du poids. Et ça, c'est Ça cool. peut être une sacrée motivation aussi. En tout cas, apporter de la nuance et comprendre qu'effectivement, on peut... Pas de discours trop drastique, en fait. Exactement. Je pense que ça freine, en fait, l'avancée. Et ça fait fuir. Donc voilà, plutôt la preuve par l'exemple et donner envie. Et de l'éducation. Et d'éducation, bien sûr. De transmission de chiffres et de l'éducation par des recettes. Je partage des recettes très régulièrement, des petites recettes faciles, ils ne coûtent pas plus cher. Je partage aussi des marques qui font des simili par moment parce que ça aide au quotidien, surtout avec des tout petits. On dit ok, moi super, moi je leur fais ça tous les jours. Il y a des simili qui sont très bons et qui prennent pas de temps pour autant. Le problème prix, le facteur prix, quand même, on fait partie parce que des fois les simili sont plus chers que la viande, donc c'est un peu frustrant. On parlera du coup un petit peu plus tard, mais du coup, est-ce que nos chers agriculteurs, Eric, Guillaume, Dominique, vous suivez Pauline et Coralie sur les réseaux sociaux, parce que finalement c'est un peu le fruit de votre travail que l'on retrouve. Peut-être leurs enfants. Oui, alors nous on est attentifs à ce que les consommateurs mangent du légume. Et moi en vous écoutant, j'ai envie de dire une chose, est-ce que la nature n'est pas flexitarienne? Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre dans la nature qui fait que on a besoin de faire du légume, mais aussi on a besoin d'un petit peu de viande? Parce que si on veut une agriculture qui soit équilibrée, et Dominique en est la preuve puisqu'il est producteur aussi de viande, il nous faut de l'engrais organique, et pour avoir cet engrais organique, il nous faut des éleveurs. Donc je pense qu'il y a un équilibre à avoir, c'est comme dans tout, dans l'alimentation, il faut manger un peu de tout, et le meilleur moyen de se soigner, c'est de manger de tout. Et je pense que ça c'est important, et en plus, nous, par nos légumes, on sait apporter du légume préparé, qui est facile à manger, on prend une boîte, on l'ouvre, et on est capable de manger du légume. Et en plus de qualité, avec des conditions de préparation qui sont vraiment pour un légume de qualité. Dominique, c'est cette relation partenariale forte qui vous permet de finalement faire de belles choses avec Bonduelle. S'il n'y avait pas cette relation à la fois de confiance et monoclient, ça serait peut-être un petit peu plus compliqué pour la filière légumes. Oui, aujourd'hui on travaille vraiment en partenariat, main dans la main. Encore cette année, on l'a vu. Ça fait quelques années que l'agriculture est un peu en tension. Aujourd'hui, on a une vraie relation de confiance. On voit vers l'avenir. Aujourd'hui, moi, je produis du chou-fleur, justement, on en a parlé. Et comment vous le cuisinez? Alors, moi, j'en ai plein des recettes. Je le fais en soupe, je le fais en vinaigrette, je le fais en béchamel. Mais est-ce que vous avez un compte Insta pour partager toutes ces recettes? Ah non, j'ai pas sinon, ça. Sinon, il faut les donner directement à Pauline et à Coralie. Non, mais aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir... on avance, on a plein de sujets aujourd'hui pour travailler mieux sur la terre, pour que la terre vive mieux. On a déjà des choses qu'on a mis en place et on continue de mettre des choses en place. Et pour aller de l'avant, si on travaillait pas dans la confiance, on ne pourrait pas avancer comme on avance aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des valeurs. Les distributeurs ont aidé il y a quelques années et aident encore sur le financement de tout ça. On a ce qu'on appelle du ruissellement. On a mis des choses en place et ça nous permet d'avoir de l'argent à mettre sur la table, sur l'ensemble de la filière avec Bonduelle et les producteurs pour faire avancer plus vite. Là, cette année, on a encore passé des étapes, on a mis des choses en place. On a plusieurs thèmes. On a des façons pour réduire l'utilisation de produits phyto. On a des choses qui permettent de gérer mieux l'eau. Et tout ça, en fait, ça s'accompagne. On a des outils d'aide à la décision et ça se développe ensemble avec la filière parce qu'on est partenaire. Si on était juste fournisseur, bête et méchant, on va dire, on ne pourrait pas avancer aussi vite. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un vrai partenaire qui est Bonduelle.
Eric, ça permet également de structurer de nouvelles filières. Vous, Guillaume, vous êtes si nombreux autour de la table. Hein. Trop de monde. Et on est comme une grande famille, mais finalement... C'est le chouchou. Ouais. Non, mais bon, voilà, donc il m'intimide tellement que voilà, je... Vous allez me mettre mal à l'aise. Guillaume, Non, bien Guillaume, sûr, structurer de nouvelles filières, c'est quelque chose d'important pour aujourd'hui et pour l'avenir. Et vous êtes en plein dedans, vous y croyez. C'est ce que vous m'avez dit au téléphone. J'y crois, moi, la filière légumineuse dans le sud-ouest de la France. Oui, bien sûr que j'y crois. L'an dernier, Bonduel a signé un partenariat avec la coopérative Euralis, dans laquelle je suis administrateur et donc responsable de cette filière légumes secs. Et sur nos exploitations, nous n'avons pas d'irrigation. Donc, c'est des plantes qui consomment très peu d'eau, très peu d'intrants. Donc, elles ont toute leur place sur nos territoires et on a de quoi les produire dans nos territoires, quoi, ces légumineuses. Et j'ajoute que ce qui est très important, c'est qu'avec ce déploiement, donc il y a 5000 hectares qui vont être déployés dans le sud-ouest avec Euralis par le groupe Bonduel de légumineuses. Ça nous permet de réinternaliser des cultures de protéines végétales qui, pour beaucoup, en France, en Europe, venaient d'autres régions du monde parce qu'on avait perdu l'habitude. Parce qu'il y a 2-3 générations, on les faisait en Europe, en France principalement. Et puis quelque part, on les a un petit peu laissés tomber. Vous parlez du pois chiche et de la lentille ? Des pois chiches, de la lentille, maintenant même des haricots rouges qu'on est en train de réinternaliser. Et même d'ailleurs maintenant de nouvelles légumineuses comme des haricots borlotti qu'on fait et dans le sud-ouest et aussi en Nord-Picardie pour le groupe Bonduel, qui permet de refaire découvrir aux consommateurs toute une palette, toute une variété, parce qu'il y a toute une biodiversité derrière les légumineuses, grâce à ces réimplantations qu'on fait avec vous dans le sud-ouest. Et ce qui est important, c'est d'avoir des contrats de long terme, parce qu'au début, il faut réapprendre. Donc les rendements ne sont pas forcément les meilleurs, moins bons que ce qu'on a en maïs par exemple avec vous, on fait du maïs aussi avec vous. Et donc c'est là où on a besoin d'avoir toute la confiance de nos amis distributeurs, qui nous suivent pour réinternaliser, pour lancer des nouvelles gammes qui, au début, vont peut-être être à des coûts un petit peu plus élevés. C'est forcément une prise de risque. C'est forcément une prise de risque et on peut la faire que tous les trois si toute la filière est réunie. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le sud-ouest de la France sur les légumineuses. Et Guillaume en est le meilleur témoin. Ouais, et je peux en témoigner, c'est une grosse prise de risque. Et au jour d'aujourd'hui, Bonduel, avec Euralis, prennent des risques et nous accompagnent à nous, producteurs. C'est une sécurité pour nous, producteurs, de produire ces légumineuses avec ce partenariat-là, quoi. Alors, Luc, parce que là, on a dégusté effectivement cette petite lasagne. Est-ce que ça vous a plu déjà ? Excellent. Parce que Cette ça- lasagne, vous êtes régalé ? Très bon. Excellent, ça a inspiré une très belle recette de la marque Casgrain que vous trouvez en surgelé, petit product placement. Mais en tout cas, c'était excellent. Merci. Merci beaucoup, Luc, et merci à vous de Merci l'école à hôtelière. l'équipe. C'est quelle école hôtelière ? C'est un centre de formation, c'est à Bailleul. À Bailleul. Ah, C'est à donc, Bailleul, centre- juste à Bailleul, Bailleul. Bailleul, Bailleul dans le nord. dans le nord de la France. Eh non, pas Bailleul. Oui, exactement, exactement. On l'a évoqué rapidement, l'aspect santé. C'est un petit peu au cœur des discussions aujourd'hui, puisque effectivement l'aspect sanitaire de ce que nous produisons, de ce que nous mangeons, a forcément, ça a forcément un impact. Aujourd'hui, on fait le lien entre alimentation et santé publique. Un atout incontestable pour notre santé, les légumes et les légumineuses. On va s'attacher à comprendre pourquoi dans le détail, parce que déjà, Luc, vous allez nous dire, c'est un petit houmous, hein. Alors, Pourquoi en fait, ce houmous oui. peut nous maintenir en bonne santé, tout simplement? En fait, pourquoi on vous a fait du houmous? Parce que c'est un peu, je trouve, la légumineuse un peu emblématique, le pois chiche, parce que c'est un ingrédient magique. C'est un ingrédient magique parce qu'on peut faire tellement de choses avec cet ingrédient. À la fois un houmous, comme vous allez le déguster, mais aussi on peut les faire rôtir, on peut faire des currys. Enfin voilà, on a une panoplie de possibilités qui est complètement folle et qui est gourmande en plus. Et ce qui est important à savoir, c'est que, comme toutes les légumineuses, ce sont des produits riches en protéines végétales, donc qui vont pouvoir apporter, lors de vos menus et vos recettes, de la protéine végétale gourmande. Là, il y a un peu de cumin aussi, hein. Alors là, il y a un peu de cumin torréfié. Vous avez un houmous avec du maïs, donc pois chiche, maïs et avec du paprika fumé. Donc il y a de la protéine, il y a des des légumes. minéraux, il y a des vitamines. Exactement. Et puis quelques herbes aromatiques, un peu d'aneth, un peu de coriandre sur le dessus et du maïs rissolé avec un peu de paprika fumé. Dominique, il est à fond sur le houmous. Dominique, ça veut dire quoi produire un produit sain, tout simplement? Vous m'avez dit au téléphone, la terre n'est pas un tableau Excel, j'ai bien compris. Oui, la terre, on a des terroirs très différents et c'est surtout pour ça que je dis ça. La terre, c'est du vivant
Moi, comme l'a dit Eric, je suis éleveur laitier en parallèle. Les vaches, elles produisent aussi de la matière organique qui est remise dans le sol. Les sols vivent avec les vers. Donc La chez vie vous, du la sol. boucle est bouclée, c'est ça? Eh ben, la boucle est plutôt bien bouclée chez moi, avec les vaches qui mangent ma production, qui permet de nourrir le sol, et une partie de mes terres, vraiment une petite partie, 10% de ma surface est tournée vers le légume. Mais 90% c'est de l'élevage, 10% est tourné vers le légume, et cette terre est très riche, très nourricière. Mais c'est pas parce que chez moi ça marche comme ça que ça marche pas autrement ailleurs, et on a un terroir très différent, très riche. Nous on est dans les Hauts-de-France, Eric il n'a pas les mêmes terres que moi, il produit du bois, il produit d'autres légumes, ça marche aussi. Mais on ne peut pas rentrer l'agriculture dans un tableau Excel et on ne pourra jamais la rentrer. C'est ça que je veux dire, c'est que tout est différent. Et pour autant, on a des systèmes qui sont différents, mais on arrive à faire travailler la terre. Aujourd'hui, on travaille avec des engrais verts, on cultive le sol peu dans l'hiver, entre guillemets, pour préparer la culture d'après. Et ça, aujourd'hui, on a le savoir-faire et on continue d'avancer. Donc pas de sol à nu. Vous, chez vous, en tout cas, la matière organique animale retourne sur le substrat pour nourrir les sols. Et on peut même utiliser la légumineuse. Alors, soit on la récolte comme le pois pour nous nourrir, ou le haricot vert. Moi, j'utilise de la légumineuse dans mes rotations que je donne à manger à mes vaches. Incroyable. Et la légumineuse, c'est quelque chose qui, en captant le soleil, transforme en azote le CO2. C'est super. C'est un aspect aussi que l'on abordera largement. On va rester sur la santé humaine. Un chiffre. 80% des Français sont carencés en fibres. C'est incroyable, Luc. 80% des Français, c'est incroyable. Quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde. Donc, où on trouve des fibres, en fait, finalement, c'est assez simple. C'est les légumineuses dont on vient en parler. C'est les légumes de façon générale. C'est les céréales. C'est aussi les fruits, bien évidemment, aussi. Voilà. Donc, plus on va manger de végétal, plus on va se garantir des quantités de fibres nécessaires pour sa santé. Jean-Noël. Mais aussi, oui, mais Jean-Noël, mais on va aussi poser la question à Mathias. Mathias et Jean-Noël, je voudrais un micro pour vous deux. Qu'est-ce que Bonduelle essaye de faire d'un point de vue nutritionnel? Qu'est-ce que vous essayez d'apporter? En termes de transformation, déjà, on cultive nos légumes près de nos usines. On les transforme quelques heures après la récolte et on les récolte à la meilleure maturité du légume. Et on les transforme dans nos usines, on rajoute un peu d'eau, on les prépare les légumes, on les met dans des boîtes et pendant le process de cuisson, c'est cuit à la vapeur, il n'y a aucun additif, on préserve intégralement toutes les qualités nutritionnelles de nos légumes. Et toute l'année, vous pouvez consommer des légumes qui sont riches en vitamines, minéraux, antioxydants et plein de fibres. Donc en termes de qualité nutritionnelle, je regarde la il y a compo, pas mieux. mais c'est pas bourré de sucre, rassurez-moi. Non. Pas du tout. De l'eau, du sel. De et l'eau, c'est du tout. sel et une cuisson vapeur. Voilà. Fanny, sur nos petits pois, sur nos haricots verts Bonduelle, il y en a peut-être autour de la table, c'est ce qu'on a écrit. De l'eau, du sel et c'est tout. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que 90% de nos produits, Bonduelle, Casgrain, Lingin Casgrain aussi, sont Nutri-Score A. Et tous nos produits sont Nutri-Score A ou B. Donc on le communique, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on le met assez en avant auprès du grand public? Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on le dit sur les Nutri-Score, on dit 600 additifs, vous le voyez. Ça fait partie des points qui font que le grand public va être attiré par ces produits-là, mais pourtant, la consommation de légumes, elle baisse de 5% par rapport à il y a 2 ans, aujourd'hui en France. Ça a baissé de 5%? Ça a baissé de 5% dans les légumes en conserve et les légumes en surgelé au global. Les surgelés vont un petit peu mieux. Donc la question qui se pose, c'est, quand bien même on met en avant, non, c'est la compassion globale de... Ouais. En frais, ça a baissé également. Celui qui va le mieux, ce sont les surgelés. Et en fait, la question qui se pose, c'est quand bien même on met bien en avant tous nos bénéfices nutritionnels, d'abord, est-ce qu'on le fait suffisamment? Et est-ce que finalement, c'est un déclencheur suffisamment fort pour que le grand public consomme davantage de légumes et légumineuses? C'est pour ça qu'on a besoin On va demander d'ailleurs de proposer des solutions oui, concrètes. à Thierry et à Bertrand, qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez avoué au téléphone que la grande distribution a fait quelques erreurs, c'est un aveu, vous me l'avez dit, a fait du mal. C'est pour ça qu'on a perdu la main sur la cuisine je dirais, effet boule de neige aussi sur la santé qui s'est dégradée. Comment la grande distribution peut réassumer ce rôle d'influenceur? Non mais, tu le soulignes, c'est vrai que moi je me souviens très bien de mes parents se faisant une fête de prendre un plat, de l'acheter dans un magasin et d'arriver dans le micro-ondes, d'appuyer et de se trouver ça génial. Je me souviens de cette période-là.
Et moi, j'étais un gamin, j'étais pas effaré, etc. Maintenant, je me rends compte du chemin que l'on a fait. C'est-à-dire que le chemin que tu évoquais au début, où on mangeait beaucoup de légumes, etc., il y a existé, je ne me l'ai pas connu. D'accord, il y a eu cette révolution du produit préparé, on enlève tout le monde de la cuisine, maintenant c'est facile, je suis étudiant, j'ai pas le temps, hop, etc. Et maintenant, ce que je voulais dire au téléphone, c'est que si on a réussi ce chemin-là, franchement, on peut réussir un autre chemin. C'est la raison pour laquelle nous, on a lancé un projet avec Bonduel en partenaire qui s'appelle Alternative Végétale. Et en fait, en magasin, on a marqué Alternative Végétale. Et on a une croissance sur ces produits-là. Enfin, Vous en proposez combien d'alternatives végétales? On a 9 endroits dans le magasin dans lesquels on propose une alternative. Donc soit des boissons, soit des plats préparés, etc. soit des légumes et des légumineuses. Et on se rend compte que quand on le met en avant, ça fonctionne. Mais c'est une révolution culturelle. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de le décréter, c'est une révolution culturelle. Mais je reviens sur dans ton introduction, tu as dit, je ne sais pas si tu l'as fait exprès, tu as dit les légumes sont nos amis pour la vie. Enfin, franchement, c'est un truc de fou, ça. Parce que ça veut dire que les produits laitiers sont nos produits pour la vie. Eh oui. Mais franchement, et ça, c'est un rêve qu'on peut essayer de se faire tous ensemble. Si tous ensemble, on arrive à te dire les légumineuses... Il faudrait qu'on trouve une bonne punchline, là, hein, non, mais à la fin de cette table d'hôte. Mais celle-là, on pourrait la reprendre. Elle n'existe plus, on pourrait la reprendre. Et ça a marché. Ce qui est dingue, et pour répondre à ta question, c'est que on a réussi tous ensemble à faire des produits laitiers un produit, entre guillemets, de base. On peut réussir à faire la consommation de légumes et de protéines végétales et un même standard que ce qu'on a fait pour le lait. Je pense. On peut le faire, ce rêve. Légumes, légumineuses et céréales. Les trois réunis, nos amis pour la vie. C'est une super bonne idée. On prend le point. Il y a des agences de communication qui sont venues nous voir, nous écouter aujourd'hui. On va leur passer le brief. Ça devrait être une cause publique. Ça devrait être une cause publique, quoi. Nos amis pour la vie, pour la santé humaine et pour la santé globale, on peut faire le lien et on a commencé à le faire avec la santé des écosystèmes et ses différents compartiments, le sol, l'atmosphère, le climat. En quoi manger végétal, c'est bon pour la planète, Mathias? Manger végétal, c'est bon pour la planète parce que ça participe à la décarbonation de notre alimentation. Voilà, l'impact carbone d'un légume consommé est sans commune mesure avec l'impact carbone des produits carnés. Voilà, et en plus, on a des cultures, on parlait des légumineuses, qui séquestrent l'azote naturellement dans la terre, qui limitent l'ajout d'engrais Attendez, faut expliquer ça un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on a des légumineuses qu'on va implanter sur une culture, voilà, qu'on va cultiver. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que c'est le principe de la photosynthèse. Hein. Exactement. Au cours du processus de photosynthèse, elle va séquestrer en fait l'azote contenu dans l'air pour le séquestrer dans la terre. Et du coup, ça permet de limiter l'apport d'engrais minéraux qui, eux, sont produits en utilisant de très fortes quantités d'énergie et sont émettrices d'impact carbone. Donc ces légumineuses sont des bons dans la rotation des cultures, améliorent en fait la fertilité des sols sans avoir recours à ces amendements d'engrais azotés et donc participent dont nous sommes dépendants. Voilà. À l'échelle internationale. Hein. Ça améliore grandement l'impact carbone de nos cultures. Voilà. Donc on parle d'engrais naturels finalement, mais on soustrait aussi cet azote atmosphérique qui participe lui aussi au changement climatique. Donc il y a un double effet positif. Exactement. Et là, je me tourne vers nos deux influenceuses parce que effectivement, vous faites énormément de pédagogie sur vos réseaux sociaux. Pauline, Coralie. Coralie, elle lâche pas son téléphone, mais elle a raison. Hashtag, c'est quoi le hashtag autour de la table aujourd'hui? Je poste rien en direct, je prends des notes pour pouvoir en prendre par la Bonduel suite. SIA 2024, tout à fait. Non mais c'est certain qu'aujourd'hui, peut-être que l'information que vous captez sur ces fabuleux pouvoirs des légumineuses, sur des choses peut-être un petit peu techniques, mais qui peuvent peut-être interpeller le grand public également. Est-ce que Coralie, c'est un élément supplémentaire que vous pouvez rajouter à vos cordes? Plus on a de billes, plus on a de phrases clés, de chiffres et de concrets en fait. Vous saviez que les légumineuses captaient l'azote atmosphérique? Non, je ne le savais pas, c'est pour ça que je me suis permis de le noter. Donc après, à moi de le rendre accessible, d'avoir un discours, comme vous le dites, un peu pédagogique sur le sujet. Parce que je sais qu'en plus, par la suite, j'aurai une foule de personnes qui vont savoir me dire tout ce que je dis est faux. Parce que j'ai des gens très pointus sur chaque domaine. J'ai 400 000 abonnés quasiment, donc sur la somme, non, un peu moins quand même, mais bon, bref. Sur la somme, il y en a toujours des pointus sur chaque sujet, donc il faut toujours faire attention à tout ce qu'on dit. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça fait une sensibilisation. Et c'est très intéressant d'avoir ces éléments pour pouvoir les transmettre par la suite.
Célia et Clotilde, parce que vous n'avez pas fait cet hackathon toute seule, Célia qui doit être quelque part dans le public. Votre tranche d'âge a bien intégré la problématique climat, la problématique biodiversité. Oui, je pense. Voilà, en lien avec ce que nous mettons dans nos assiettes. Oui, effectivement, c'est globalement dans tous les cours qu'on a maintenant, tous les projets qu'on mène, c'est vraiment l'impact environnemental que va avoir la moindre chose qu'on va mettre en place. On le prend direct en compte parce qu'on sait que c'est le premier problème qu'on va rencontrer maintenant. Alors, bien évidemment, il y a tous les autres problèmes qui vont avec, mais c'est vrai que de plus en plus, c'est la première chose auquel on pense. On se dit, tiens, on va lancer ce produit-là. Ah bah non, les emballages, ça va pas aller, c'est trop de plastique. Et en fait, c'est maintenant vraiment rentrer dans les codes parce qu'on y pense vraiment directement dès qu'on met en place quelque chose, dès qu'on pense à un projet. Donc c'est pas plus mal parce que on solutionne le problème avant même qu'il ait été créé, quoi. Et on ne pourra pas embarquer les gens et créer des shifts sans cette notion de plaisir. Voilà, les injonctions, ça ne marche pas. Hein. C'est pas parce qu'on marque sur un paquet que fumez-tu ou que le sucre est un poison que nous allons arrêter ni de fumer ni de manger du sucre. Voilà, le goût, le plaisir, c'est vraiment le mot-clé. C'est une rééducation, Luc. Hein. D'ailleurs, même auprès des professionnels, en école hôtelière, il existe toujours un manuel de référence qui est très tourné vers les produits carnés. Et vous avez coécrit, vous êtes le co-auteur d'un nouveau manuel de référence à destination des professionnels, un beau bébé de 2,6 kg. 2,2 kg. C'est déjà pas mal. Je l'ai surestimé. 1008 pages. Exactement. Donc c'est un livre. Faites-le nous passer. Voilà, vous pouvez. On a ça. parlé pas mal d'éducation. Je vous ai tous écoutés. Vous avez tous parlé pas mal d'éducation. Et c'est vraiment un livre sur l'éducation à la cuisine végétale qui finalement est une autre cuisine. On ne va pas la mettre en opposition avec la cuisine avec des produits carnés, mais c'est vraiment une autre cuisine. Donc un livre en 3 ans d'écriture et de partage avec Frédéric Genot, un meilleur ouvrier de France primeur, et puis un autre collègue, Jérôme Legnaud, qui a pleinement aussi participé à l'écriture de cet ouvrage à destination des élèves d'école hôtelière. La première destination, c'est ça, mais aussi pour l'ensemble des professionnels qui veulent en savoir plus, mais aussi pour tous les consommateurs un peu avertis qui ont envie de découvrir cette nouvelle cuisine. Mais cela démontre surtout, Luc, que la cuisine végétale est tout sauf ennuyeuse, parce que quand on arrive à pondre un livre comme celui-ci avec entièrement des recettes à base de végétaux, c'est clairement la en preuve. Fait, je suis intimement convaincu qu'on est au début de l'histoire de cette cuisine végétale. On a tout à découvrir. On est allé s'inspirer beaucoup sur la cuisine du monde, et entre autres le Moyen-Orient. Vous prenez le Liban, par exemple. Alors, on a eu un bel exemple avec les houmous, mais l'univers des mezzés, etc., si vous goûtez bien, voilà, c'est essentiellement végétal. Donc là, on a plein de choses à aller découvrir encore. Et ce livre est, j'allais dire, pose les bases de cette cuisine végétale. Dominique, en tant qu'agriculteur, est-ce que vous y trouvez votre compte dans le produit fini? Est-ce que le résultat de votre travail, finalement, à l'amont, est-ce que c'est satisfaisant? Vous trouvez que les produits sont suffisamment goûtus, que les préparations sont suffisamment... Voilà, est-ce que le goût y est? Ah oui, moi je m'y retrouve. On a la chance de pouvoir goûter un petit peu toutes les recettes. Les recettes sont très nombreuses. Bonduelle innove régulièrement. Et on a la chance, ici, on a quelques produits sur la table. Moi, j'aime particulièrement le casse-grain. Typiquement, ces produits-là, c'est très très bon. J'en mange régulièrement et on y retrouve du goût. Et on est bien sur du Nutsrosker. On n'est pas, on est sur du sucre. On n'est pas sur. Non, vraiment, c'est naturel ce qu'il y a dedans. On le cuisine avec plaisir. C'est un peu plus ma femme qui cuisine que moi, mais on cuisine ensemble parfois et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Et on apprécie beaucoup les produits Bonduelle. On a la chance d'être producteur Bonduelle et fier d'avoir des légumes comme ça sur notre table. Pauline, votre force, c'est de stimuler la gourmandise sur vos réseaux et ça marche, ça met l'eau à la bouche. Moi, j'ai regardé vos photos et j'ai tout de suite eu 1000 idées après derrière pour faire la cuisine à la maison. C'est vraiment le biais, la gourmandise qui fonctionne. Oui, tout à fait, c'est l'objectif, c'est montrer qu'avec des légumes qui donnent pas forcément envie, des gens qui n'aiment pas forcément les légumes bruts, c'est montrer qu'on peut faire plein de choses et surtout que c'est gourmand et qu'il y a 1000 possibilités avec ça, quoi.
Qu'est-ce qui, à un moment donné, a créé la bascule sur vos réseaux sociaux, dans vos recettes? Qu'est-ce qui fait que les gens vous suivent massivement quand vous proposez de la cuisine végétale de cette façon-là? À quel moment il y a eu une bascule? Je pense que c'est justement quand les gens ont commencé à prendre conscience que c'était important aussi de manger végétal, enfin en tout cas plus végétal, et qui cherchent des idées de recettes qui soient accessibles, faciles qui cherchent quelque chose qu'ils peuvent réaliser et que ce soit accessible à tout le monde. Et il y a le facteur temps également, bien sûr. Tout à fait, parce que le but, c'est vraiment de donner des recettes pour le quotidien qui tiennent en moins de 20 minutes, et parce qu'on a tous des vies professionnelles, des familles, etc. Enfin, voilà. Là, finalement, il y a juste à faire la petite sauce, Luc, hein, avec ses croustilles. Là, carrément, j'ai juste une petite sauce yaourt grec avec un peu de moutarde Savora, et voilà. Et on vient tremper donc ces fameux croustilles qui ont été lancés il y a quelques mois. Donc vraiment le produit à partager. 10p, s'il vous plaît, voilà, et 10p, messieurs, dames. Voilà. Et vraiment, c'est le produit d'apéritif, quoi. Parfait. Et le goût y est? Alors, le goût y est, en tout cas, c'est ce que nous disent les consommateurs, parce que c'est un gros succès, ce lancement, cette gamme a été lancée il y a 4 mois. Mais ce qui est surtout intéressant ici, c'est qu'on sort de notre rayon habituel. C'est-à-dire que tout d'un coup, le légume n'est pas uniquement un accompagnement, c'est une bouchée snacking à 10p, comme vous avez dit, Fanny. Et donc, on arrive dans des nouveaux moments de consommation. Et c'est comme ça qu'on peut réinventer aussi le végétal, le légume et les légumineuses ensemble. Parce que là, vous avez des légumes, des légumineuses, un peu de fromage, et puis voilà, une magnifique préparation. C'est comme ça, Jean-Noël, qu'on recrée de l'envie et qu'on fait finalement d'un apéro simple un vrai régal. Hein. En fait, c'est ça. Il faut qu'on casse les codes. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on reste enfermés dans un légume qui est principalement un accompagnement, il peut être un formidable accompagnement, il va rester un formidable accompagnement, mais il peut aussi être un cœur d'assiette, ou il peut être une bouchée snacking, donc il peut être consommé, découvert à un autre moment. C'est là aussi où nos amis distributeurs nous aident, parce que ça veut dire proposer les légumes dans d'autres moments dans le parcours du shopper et du consommateur, qui ne soit pas uniquement restreint à trouver le légume en entrée de magasin, où il y a de magnifiques légumes frais bien sûr, ou en concert souvent un peu plus loin dans le magasin, mais que dans d'autres moments, dans le parcours, parce qu'il y a un instant snacking, parce qu'on va avoir besoin d'un autre produit préparé, un plat complet, on va pouvoir retrouver des solutions complètement végétales. Le temps, le goût, le coût, on ne peut pas éluder la question du prix dans un contexte d'inflation. Le pouvoir d'achat, c'est une préoccupation. Bonduelle développe justement des plats complets, riches en végétaux et surtout sains et accessibles. L'accessibilité, c'est le mot clé si l'on veut aborder le virage de cette transition de notre modèle d'alimentation. Alors déjà, le maillon le plus important de la chaîne, vous les agriculteurs. Guillaume, je vais vous redonner la parole. Dominique, Eric, est-ce que déjà vous êtes justement rémunérés pour votre travail? Oui, bien sûr, on est rémunéré pour notre travail. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, heureusement qu'on a ce partenariat de Bonduelle avec Euralis et qui nous assure un débouché derrière et qui nous sécurise, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Sinon, on ne pourrait pas le faire. Dominique, sans langue de bois. Ah oui, complètement. On vient encore de renégocier les prix. On avait un gros sujet. Moi, je suis producteur de chou-fleur. On a tout ce qui est à fort main-d'œuvre. Un chou-fleur, ça se récolte à la main. La courgette aussi. Il faut beaucoup de main-d'œuvre pour ça. C'est un sujet. Le coût de la main-d'œuvre a augmenté. Bonduelle, encore une fois, cette année, nous a fortement accompagnés dans l'évolution des coûts de production sur ces légumes maraîchers. Et sans eux, la filière, elle serait peut-être en danger. Aujourd'hui, je suis rassuré pour la filière. Et c'est grâce à Bonduelle. Il y a deux choses. Il y a le prix. Et il y a aussi les moyens de production. Et l'atout de notre filière, c'est d'avoir un partenariat important qui fait qu'on essaye d'être plus compétitif et d'améliorer le prix de revient. Je rappelle que la filière permet de manger du légume pour pas cher. Et c'est parce qu'on a une organisation. Et avec notre partenariat que nous avons avec l'industriel, nous essayons de trouver les moyens d'être toujours plus compétitifs dans un environnement où les coûts augmentent. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir une hausse modérée de nos prix et de rester performants. Donc là, c'est une petite tortilla de légumes, donc avec du maïs et des haricots rouges, un petit peu de fromage, un peu d'emmental dedans et des œufs, bien évidemment. C'est une recette qui coûte moins d'1,70 € par personne. Sérieux? Moins d'1,70 € par personne. Donc c'est accessible pour les étudiants. C'est facile à faire, c'est 15 minutes de préparation, c'est une quinzaine de minutes de cuisson, et voilà, vous obtenez ce produit-là
qui est à la fois pas cher et qui est à la fois rassasiant. Et mon apport en protéines est validé. Moi, je sais que quand j'ai commencé mes études, j'ai découvert tout ce qui était... bon, on n'a plus le droit de les appeler comme ça maintenant, mais les steaks de soja. Mais, mais voilà, et finalement, c'est une belle... Enfin, ça permet de bien remplacer. Mais d'un autre côté aussi, on a pas mal d'aides quand on est étudiant, notamment tous les crous, tous les restaurants universitaires. Et justement, l'idéal, ce serait d'avoir des partenariats qui permettent, par le biais des crous et des restaurants universitaires, de faire découvrir l'alimentation végétale. Parce que c'est vrai que dans les restaurants universitaires, en général, on a un steak frites et on est content. Et ce serait bien d'avoir quelque chose de végétal et d'être content aussi. Voilà. Un des grands paradoxes de la période d'inflation forte qu'on a vécue depuis 2 ans, parce que finalement, les légumes, en moyenne, en conserve et en surgelé, c'est 3 € du kilo. 3 € du kilo. Souvent, la protéine animale est entre 10 et 20. On ne veut pas encore une fois l'opposer, mais c'est beaucoup moins cher, c'est sûr. Et donc, on a besoin justement de faire envie avec, je ne sais pas si c'est un tortilla ou un clafoutis, finalement, le légume. Ça me fait penser un peu, ça ressemble à un clafoutis que faisait ma mamie, mais en fait, c'est avec des légumes. Mais moi, je me suis vraiment régalé. Et on a besoin de montrer... Mamie, elle mettait des petits lardons, c'est ça? Elle mettait pas des petits lardons, elle mettait des cerises. Ah. Donc, c'est pour ça que je disais clafoutis. Mais ça me fait penser à ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin justement d'inspirer, c'est vraiment la clé. Hein. Je pense que de tous les sujets dont on a discuté ici, c'est l'une des clés les plus importantes. Si on se régale, si on se rend compte qu'on peut se régaler avec ce que j'appelle le clafoutis de légumes, donc, et qu'en plus ça coûte 1,70 €, alors les consommateurs vont y venir. Alors qu'en ce moment, les légumes sont beaucoup moins chers que beaucoup d'autres aliments, et finalement la bascule ne se fait pas. C'est pour ça qu'on a besoin de se remettre en cause. Thierry Bertrand, comment on fait pour donner plus de visibilité à ces produits quand on sait que les ménages qui ont le moins de ressources sont les plus exposés finalement à la malbouffe? Ouais, en fait, là, on a bien vu qu'il fallait insérer des végétaux dans les moments de consommation, l'apéro, etc., etc. Nous, notre métier, c'est de mettre dans des moments d'achat, d'intégrer la protéine végétale ou une alternative végétale. C'est de se dire, je suis en train d'acheter une boîte de chili con carne. Je me suis dit, chili con carne, eh ben, à nous de proposer une alternative, cette fois-ci végétale, à côté, et de la montrer moins chère. Hein, nous, notre levier d'action, quand même, pour emmener le consommateur, c'est quand même le prix. Et si on arrive à démontrer que l'alternative végétale est moins chère en magasin, sauf au chou-fleur. Quelquefois, même le prix ne fonctionne pas. Mais souvent, si on arrive à démontrer ça et à accompagner le client, qui lui avait sa liste de courses chili con carne, hein. D'accord, il avait sur la liste de courses, vous savez, les clients, ils ont la liste de courses, ils ont leur menu en tête. Si nous, au moment de consommation, au 10e de seconde où on fait le choix, si on arrive à lui montrer la protéine végétale ou l'alternative à côté moins chère, on a gagné. Et même si c'est 1 sur 100 ou 1 sur 200 qui fait le pas, eh ben, ça fait boule de neige. Et c'est ça notre job. Notre job, c'est juste ça. Thierry ? Moi, je reviendrai sur le prix des fruits et légumes. Et c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qui incarne un peu l'inflation. Parce que souvent, on a dans la presse quotidienne nationale de grands articles sur les prix des fruits et légumes qui augmentent, les marges qui sont intolérables, pratiquées par la grande distribution. Et je trouve que c'est biaisé parce que d'abord, on parle de kilos de fruits et légumes. Or, qui va acheter 1 kilo de carottes ou manger 1 kilo de carottes d'une seule fois? Je pense qu'il faudrait qu'on ramène des proportions, peut-être pour ramener un petit peu de raison également autour des prix des fruits et des légumes. Parce que, encore une fois, on leur fait porter aux fruits et légumes à tort une responsabilité qu'ils n'ont pas sur l'inflation. Et ça, je trouve que c'est un travail qu'on pourrait mener, nous, distributeurs, et moi qui suis assez souvent en relation avec des journalistes, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on en revient toujours aux fruits et légumes qui sont trop chers, et je pense que ça n'aide pas à faire passer les consommateurs vers ces produits-là, parce qu'ils ont l'impression que les produits sont chers, alors qu'en fait, ramener à la portion, ramener à une consommation familiale au repas, c'est pas si cher que ça. Et peut-on arriver à satiété pour 1,70 €? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà bien mangé là, après ces 4 petites propositions? Oui, la notion de satiété, elle est quand même clé dans cette démarche-là. Mais je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est en fait le pas le plus compliqué à faire, c'est le passage à l'acte. C'est-à-dire comment, moi, je suis dans ma cuisine, j'ai acheté des céréales, des légumineuses, j'ai acheté tous les bons ingrédients qu'ils font, des jolis légumes, mais qu'est-ce que je fais avec?
C'est ça en fait qui est compliqué. Et c'est là où nous tous, on a un vrai rôle d'accompagnement de nos consommateurs de demain pour les amener à consommer plus de végétal. En fait, je pense qu'une partie de la clé, elle va être là. Et que la solution n'est pas entre des mains uniques. Oui, mais je reviens sur l'aspect culturel. Est-ce qu'un Français est capable d'inviter à la maison, à dîner des amis, sans un repas de viande? Ça, c'est quand même... Et culturellement, on a un chemin à faire. C'est pour ça que je dis que si on se met tous ensemble sur une campagne nationale de santé publique, j'en sais rien, pour changer cet aspect culturel-là, on a gagné. On aura gagné. Il faut réussir à oser se dire, bah tiens, je vais le tenter tout végétal. Alors, cap ou pas cap? Bah, cap, Ah carrément oui. cap. On va terminer cette table d'hôte. Je vais vous redonner la parole à tous. On va essayer d'être très pointu et chirurgical dans la réponse. En une phrase, je vous ai préparé un petit texte à trous. Ça va être facile. On va commencer d'ailleurs par vous, Bertrand. La transition vers une alimentation plus végétale sera possible si et seulement si... On s'y met tous ensemble. Parfait. Coralie, si et seulement si... Spontané. Non, c'est pas si facile. La transition vers une alimentation plus végétale sera possible si et seulement si... Il y a plus de communication sur le sujet. Oui. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Il faut communiquer, ne pas hésiter à communiquer. Si les jeunes sont de la partie. Si les jeunes sont de la partie, Thierry. Je rejoins ma voisine. Il faut vraiment qu'on aille vers les plus jeunes, parce que c'est au plus jeune âge que ça peut se déclencher. À vous, Dominique. Sur la communication, il faut qu'on continue sur la communication et sur la santé du vivant. La santé du vivant. La transition vers une alimentation plus végétale sera possible si et seulement si, Luc. Si elle est gourmande. Si elle est gourmande. Si l'éducation et la communication se fait correctement. Si l'éducation et la communication se fait correctement, Jean-Noël. Moi, je dirais si on se régale autant qu'on s'est régalé ce midi. Si nous la produisons. Si nous la produisons, c'est la base. Mathias, le mot de la fin est pour vous. Si elle est variée, de qualité, saine et qu'elle plaît aux jeunes et aux moins jeunes.